Hello, c'est Eugène. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création des partitions et des systèmes de fichiers sous Linux. Alors, sans plus tarder, on va voir pourquoi utiliser les partitions. Alors, la première utilité, c'est d'abord d'économiser de l'espace, puisqu'on sait que d'une manière générale, les utilisateurs sont gourmands en termes d'espace disque. Il faudra donc généralement ajouter les répertoires de base des utilisateurs dans des partitions séparées pour contraindre ces utilisateurs à ne pas utiliser beaucoup d'espace. Ok, mais aussi on sait que d'une manière générale, pour installer plusieurs systèmes d'exploitation sur un même disque, il va falloir cloisonner le disque et séparer les données des deux systèmes d'exploitation. À ce moment, mettre chaque système d'exploitation sur des partitions séparées. Ok. Et aussi, le fait de... Les partitions permettent de séparer les données des utilisateurs des fichiers du système d'exploitation. Donc, si il y a un problème sur le système d'exploitation, on peut réinstaller le système d'exploitation sans affecter les données des utilisateurs sur le disque. Okay, donc ça, ce sont les cas d'utilisation des partitions. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une table de partition? Si vous voulez, une table de partition, c'est un morceau de code qui est utilisé pour indiquer les différentes partitions ou les sections d'un lecteur de disque. Ok. Et sous Linux, on a deux principales tables de partition. Vous avez ce qu'on appelle le MBR ou encore le Master Boot Records, qui est compatible DOS. Le MBR est ancien, il permet d'avoir un maximum de 4 partitions primaires, ou bien vous pouvez en fait créer 3 partitions primaires plus une partition qui peut être transformée en partition étendue. Et cette partition étendue peut ensuite contenir un maximum de 23 partitions logiques. Les 23 partitions logiques sont dues à des limitations des systèmes anciens, tels que les MS-DOS qui n'avaient qu'un maximum de 26 caractères et qui étaient assignés comme lecteur de disque. Et donc par conséquent, il ne fallait pas avoir plus de 26 lecteurs de disque, puisque les lecteurs étaient liés à l'alphabet. Il y a 26 caractères, dont 26 lecteurs de disque associés. Donc cela limite ainsi le nombre total de partitions qu'on peut avoir, par exemple, sur un système, une table de partition MBA à 26. 3 primaires plus 26 plus 23 partitions logiques. Donc le total, ça fait 26 partitions au maximum. Alors, le NBR a une limitation vraiment majeure, puisqu'elle est limitée à des disques dont la taille est inférieure à 2 Tera. Donc, si vous essayez d'utiliser, par exemple, un disque dont la taille est supérieure à 2 TB, le NBR est incapable de lire au-delà de 2 TB. Okay? Ce qui constitue en fait une limitation majeure dans l'informatique moderne, puisqu'on parle de pégabytes maintenant. Donc le NBR n'est pas capable en fait de gérer des disques de très grande taille. Et par conséquent aussi les permissions, les partitions que vous allez utiliser sont vraiment limitées à un maximum de 2 TB. Ensuite vous avez la table de partition GPT. La table de partition GPT qu'on appelle en anglais Good Partition Table. Okay? Quant à elle, permet d'avoir en fait un maximum de 128 partitions primaires, contrairement au MBA. Et ces partitions primaires peuvent avoir des tailles supérieures à 2 Tera, pouvaient aller jusqu'à 18 milliards de gigabytes, ce qui est vraiment énorme. Le seul inconvénient ici, c'est qu'il faut avoir du matériel avancé pour utiliser le GPT sur des systèmes. Donc, on le verra dans une vidéo prochaine. Si vous voulez utiliser la table de partition GPT pour manager votre boot système, il vous faut avoir un BIOS qui supporte le UEFI. Okay, on va discuter ça en fait dans la partie démarrage du système Linux. Alors pour gérer les disques sur les machines Linux, il faut connaître ce qu'on appelle la nomenclature des disques sous Linux. Alors vous avez deux types de disques durs. Il y a ce qu'on appelle les SATA drive, parmi lesquels vous avez maintenant les SSD drive qui sont les plus rapides, etc. Et vous avez aussi les HD drive. Les HD drive qui sont les anciens systèmes qui sont constitués de disques magnétiques. Donc dans un HD drive, généralement, vous avez à peu près 3 disques superposés, la mécanique est lourde et ça prend beaucoup de temps, par exemple, pour retrouver les données sur le disque. Alors, dans les systèmes SATA, si vous avez des disques SATA, ils vont apparaître de cette façon-là. Le premier disque SATA va avoir, va apparaître comme dev SDA.
Et le deuxième disque SATA, ça va apparaître comme dev SDB, le troisième dev STC, etc. Et la première partition sur le premier disque, ça va être par exemple SDA1. SDA1, dev SDA1, ça représente la première partition sur le premier disque. SDB3 par exemple, SDB3, ça va être la troisième partition sur le second disque. Premier disque SDA, second disque SDB, numéro de la partition. 3, ça veut dire troisième partition sur le second disque, etc. Donc si vous avez 3 disques, ça va être dev SDC, etc. Alors, pour les HDD drive, ça va apparaître comme dev HDA. Dev HDR, c'est le premier disque HDD sur votre système. Si vous avez un second, ça va apparaître comme dev HDB ou B, pour le deuxième disque, etc. Et la première partition sur le premier disque HDD, ça va être HDA1. Ou dire tout simplement HDR, c'est le premier disque HDD sur votre système et le numéro de la partition. Comme par exemple ici, dev HDA2, ça représente tout simplement la deuxième partition sur le premier disque HDD sur votre système, etc. Alors si vous comprenez cette nomenclature, ça va être facile en fait de créer, d'ajouter des disques sans confusion sur par exemple les machines virtuelles avec VMware ou même sur les systèmes en promesse. Ok. Alors sans plus tarder, on va voir comment créer des partitions sur les disques. Pour créer par exemple des partitions sur des disques sous Linux, on va utiliser l'une de ces deux commandes. Vous avez la commande fdisk qui est la plus utilisée, mais aussi la commande parted. Parted est beaucoup plus sophistiquée et elle est utilisée pour faire des opérations telles que le redimensionnement du disque, etc. Ok, donc sans plus tarder, on va voir. Alors, la commande lsblk, qu'on appelle en anglais list block, permet de lister tous les disques qui existent sur votre système. Comme vous le voyez ici, vous avez d'abord, ça ce sont des disques logiques qu'on appelle les loops. Alors ici, vous avez un disque physique, donc ça c'est un SATA drive, puisque c'est SDA. Donc la taille totale de ce disque est de 20 Go. Il a deux partitions ici, la partition SD1, SDA1, et la deuxième partition c'est SDA2. Sur cette deuxième partition, il y a en fait deux logical volumes qui a été créés. On parlera des logical volumes dans une vidéo prochaine. Okay. Vous avez ensuite un second disque qui s'appelle DevSDB ici. Ce disque apparemment n'est pas encore utilisé. Il y a 20 Go dedans. Et vous avez le SR0. SR0, ça représente tout simplement le CD-ROM. Ok. Alors, pour partitionner ce disque, par exemple, si on veut partitionner le disque, alors, par exemple, ici, dans le cas de SDA, avant de partitionner le disque, il faut s'assurer que le disque a suffisamment d'espace. Par exemple, ici, le disque SDA, d'accord, il a 20 Go au total. Mais il a déjà deux partitions. La première partition a une taille de 1 Go et la deuxième a une taille de 19 Go. Donc si vous ajoutez les deux, 19 Go plus 1 Go, ça fait déjà les 20 Go. Donc on voit très bien qu'il n'y a plus d'espace disponible sur ce disque-là. À moins de repartir et supprimer ces partitions qui existent déjà ici. Mais je ne pourrais pas les supprimer puisque ces partitions-là font partie des partitions du système. Okay, donc si je les supprime, mon système Linux s'en va là, il va détruire mon système. Alors c'est seulement ce second disque que je vais utiliser pour faire les tests. Okay, il y a 20 Go, apparemment il n'y a pas de partition là-dessus. Alors pour partitionner le disque avec fdisk, vous tapez tout simplement fdisk comme ça, suivi tout simplement du device. Il va être précédé par dev, pour dire tout simplement, c'est un device en anglais qui veut dire périphérique, suivi du nom du disque, SDB ou SDB. Ok, si vous pressez entrée, là, vous avez ce qu'on appelle le prompt de la commande fdisk. Alors, comme il le dit ici, vous avez M, tapez M pour avoir de l'aide. Si on tape M ici, on a accès à l'aide de la commande fdisk. Okay? Donc, ici, vous avez plusieurs commandes. Donc, la plus utilisée, ça va être N qui veut dire new, permet d'ajouter une nouvelle partition. Si vous voulez créer une nouvelle partition, vous tapez tout simplement N. Si vous voulez afficher la table de partition, vous tapez P. Okay? Si vous voulez changer le type de la partition, vous tapez T, etc. Donc ici en bas, vous avez quelques trucs importants. Alors comment choisir votre table de partition? Il vous dit que si vous voulez choisir une table de partition GPT, il faut taper G. GPT Partition Table. Si vous voulez créer une table de partition, par exemple MBA qui est compatible DOS, alors il faut taper O. Okay? Alors ça c'est la première des choses qu'on va d'abord voir. Excusez-moi, c'est comme si je dois monter ce truc-là un tout petit peu.
Ok, so ici dans ce cas, je vais d'abord commencer par créer une table de partition. Ma table de partition, je vais par défaut ici avec Fdisk, la table de partition par défaut, ça va être une table de partition MBR, ça va être le DOS. Si vous faites P pour afficher la table de partition, vous allez voir que le type de la table de partition ici c'est DOS. DOS qui veut dire MBR dans ce cas. Alors si je veux changer cette table de partition et utiliser ce qu'on appelle le GPT, à ce moment je vais taper G qui veut dire GPT. Si je presse Entrée, vous voyez tout de suite que Fdisk me dit que OK, donc il a créé une nouvelle table qui est le GPT parce qu'il a changé le label pour qu'il utilise le GPT du ID. OK. Alors je veux pour changer back, pour changer, ramener ça par exemple à la table de partition DOS, je vais mettre tout simplement O. Bon, faites attention, si vous avez déjà des partitions sur votre disque et vous changez de table de partition, automatiquement vous allez perdre les données qui étaient sur le disque. Donc, pour l'instant, je peux le faire parce que tout simplement, je n'ai pas encore de partition sur cette machine-là. Alors, je ramène sous DOS. Okay. Donc ici, je peux faire P pour vérifier qu'effectivement, la table de partition a été changée à DOS ou encore le MBR. Alors, pour créer une nouvelle partition, je vais tout simplement taper N pour dire New. Okay. Et comme vous voyez dans le cas du MBR, il me propose de créer une partition primaire ou une partition étendue. Par défaut, il me propose déjà le P, ça veut dire tout simplement que la première partition que je vais créer, ça va être une partition primaire. Donc je l'accepte, je tape Entrée. Et ensuite, il me demande le numéro de la partition à créer. Okay. Donc ici, il me propose par défaut 1, puisqu'il vient de détecter que c'est la première partition que je suis en train de créer. J'accepte, je presse Entrée. Ensuite, il me propose ce qu'on appelle le secteur de début de cette partition. Alors, le disque dur est divisé en plusieurs secteurs. Donc, le secteur, c'est l'unité de base. La taille d'un secteur, c'est de 512 octets, comme vous le voyez ici. Donc, c'est 512 octets. OK. Alors, ici, j'accepte le début de cette partition en termes de secteur. Je l'accepte. Et ensuite, Fdisk me demande de spécifier la taille de la partition que je voudrais créer. En mettant en plus, ça dépend de la taille. Si la taille est exprimée en kilobits, je dois utiliser la lettre K. Si c'est en mégabits, je dois utiliser la lettre M. Si c'est en gigas, je dois utiliser la lettre G. Si c'est en terabytes, je vais utiliser la lettre T. Et si c'est en pégabytes, je dois utiliser pégabytes. On ne pourra pas avoir une partition de la taille de pégabytes sur un système DOS sur du NBR à cause des limitations qu'on a vues précédemment. Okay. Donc ici, je vais juste créer une petite partition de 1 giga. Je presse Entrée. Donc ici, j'ai spécifié la taille qui est de 1 giga, donc plus 1 giga pour spécifier la taille. Et me dit que la partition a bien été créée. Notez tout simplement que le type de la partition a été choisi d'être Linux. Le type de la partition, quand on dit Linux, ça va être une partition qui va être destinée à recevoir des systèmes de fichiers tels que XT2, XT3, XT-Force, qui sont des systèmes de fichiers compatibles Linux. Alors, je vais taper P pour afficher la table de partition. Je vois très bien que ici, j'ai une partition qui a bien été créée et la taille est de 1 giga. Ça, c'est le code du type de la partition. Le code 83 correspond tout simplement au code du type de partition Linux. Ok, une fois que vous avez créé votre partition, vous simplement sauvegarder cette partition dans la table de partition pour que le noyau puisse le savoir. Donc, pour le sauvegarder, je vais taper W pour dire save en anglais, write. Ok. Alors, quand vous créez en fait une partition comme celle-là, le noyau peut ne pas être au courant de cette partition que vous avez créée. Sur certains systèmes, il va falloir taper des commandes telles que part-prog pour que le noyau puisse relire la table de partition et puis être au courant des nouvelles partitions. Alors, ici, pour savoir si le noyau est au courant de cette nouvelle partition, il faut afficher le contenu de proc partition. Proc partition est en fait le fichier qui permet de traquer en fait toutes les partitions qui existent sur ce système. Comme vous le voyez, je viens d'ajouter le SDB1, donc ça veut dire que le noyau est bien au courant et je peux donc à ce moment commencer à utiliser en fait cette partition ici. Ok, voilà comment on crée en fait une partition avec Fdisk sous Linux. Si pour certaines raisons, par exemple si vous tapez 4 proc partition et que vous vous rendez compte que la partition n'apparaît pas ici, il faut taper la commande part-prog pour forcer le noyau à relire, si vous voulez, à actualiser la table de partition. Comme ça, il pourra voir les nouvelles partitions qui ont été créées.
Alors, dans certains cas, on pourrait avoir besoin de créer plusieurs partitions. Supposons que vous voulez créer quelque chose comme 7 partitions sur votre système. Alors, on vient de voir tout simplement que dans le système du NBA, si vous devez avoir plus de 4 partitions, il faut créer 3 partitions primaires et une partition étendue qui sera ensuite divisée en plusieurs partitions logiques. Donc voilà, je peux dire fdisk. Donc je vais à nouveau lancer fdisk sur dev SDB. On va voir comment créer plusieurs SDB, okay, qui est le disque. Je vais faire P pour afficher la table de partition. Pour l'instant, j'ai qu'une seule partition. Je vais à nouveau créer une nouvelle partition. Il me demande la partition ajoutée. Je vais choisir P pour créer une nouvelle partition primaire. Il détecte tout simplement que ça va être la deuxième partition. Je l'accepte. Et il me propose en fait le secteur de début de cette partition. Si vous notez bien le secteur de début de cette partition, c'est le numéro de ce secteur est un secteur qui vient juste après le dernier secteur occupé par la partition précédente. Donc, si vous comparez, vous voyez que ça vient juste après ça. Alors, donc, il n'y a pas de conflit. J'accepte le secteur de début de cette partition que fdisk me propose en pressant tout simplement Entrée. Ensuite, je dois spécifier la taille de ma partition en mettant un plus suivi de la taille. Et tu sais, je veux ajouter une partition de 500 mégas. Et si je fais P, ça me permet ainsi d'avoir ici 2 partitions. Ok, donc je vais encore à nouveau créer une nouvelle partition. Il me demande c'est quel type de partition. Il me propose que ça doit être une partition primaire. Je l'accepte. Et il détecte que c'est la 3e partition. Je l'accepte. Et de la même manière, il me propose le secteur de début de cette partition, qui est un nombre qui vient après la dernière. Donc c'est bon, c'est à l'extérieur, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des conflits. Donc je l'accepte. Et ensuite, je vais spécifier la taille. Celui-là, je vais mettre 600 mégas. Par exemple, partition de 600 mégas. J'affiche la table de partition en tapant P. Maintenant, je me retrouve avec 3 partitions primaires là. Et par défaut, toutes ces partitions sont de type Linux. On pourrait changer ce type-là aussi. Alors, ici, maintenant, si je demande encore à fdisk de m'ajouter une nouvelle partition, là, à ce moment, il se rend compte que j'ai déjà 3 partitions primaires sur le disque. Il me propose automatiquement de créer la 4e comme étant une partition étendue. La raison pour laquelle fdisk me propose d'utiliser la partition étendue, c'est que quand vous utilisez un système MBA, le maximum de partitions primaires que vous pouvez avoir sur le disque, ça va être de 4. Donc si vous n'utilisez pas tout l'espace, cet espace est perdu si vous avez 4 partitions primaires déjà créées. Il n'y a plus rien que vous pouvez faire sur le système, à moins de repartir et supprimer les partitions qui existent déjà et recréer par exemple une partition étendue. Je me propose à ce moment-là de créer une partition étendue immédiatement. Comme ça, je pourrais diviser cette partition étendue en plusieurs partitions logiques que je vais accepter. Okay. J'accepte le secteur de début de partition proposé. Et ensuite, cette fois-ci, il me demande de préciser la taille, mais je lui dis d'occuper entièrement tout le reste du disque. Ce qui se passe, c'est que si vous devez créer une partition étendue sur le disque, sachez qu'il faut utiliser tout le reste du disque. Autrement dit, les espaces qui sont au-delà, qui ne sont pas utilisés, qui sont au-delà de la partition étendue sont perdus parce que vous ne pouvez pas accéder à ça, à moins de supprimer la partition étendue et de la recréer à nouveau pour occuper le reste. Donc il est préférable d'utiliser tout le reste du disque. Donc j'accepte le default ici, qui représente en fait la partition, le secteur de fin de disque. Donc ça veut dire que je vais occuper tout le reste de l'espace qui reste. Okay. Donc je me retrouve avec 3 partitions primaires, plus une partition étendue. Comme vous voyez, par rapport à la taille totale de ce disque qui est de 20 Go, hein, d'accord, donc il a occupé tout le reste du disque qui est de l'ordre de 17,9 Go. Ok. Alors, maintenant ici, ça c'est une partition étendue. Cette partition étendue ne sera pas utilisée. Elle représente en fait comme un grand disque virtuel à l'intérieur duquel je vais créer plusieurs partitions logiques. Alors maintenant, si je crée une nouvelle partition à nouveau, là, fdisk va détecter tout simplement que, ok, cette partition-là va être considérée comme une partition logique. Cette partition logique sera créée à l'intérieur tout simplement de quoi? De la partition étendue. Je me propose ici le secteur de début de cette partition qui va être carrément un nombre qui vient juste après comme vous le voyez ici, la 3e partition, SDB3. Ok, je vais l'accepter. Et je spécifie la taille. Supposons que je vais créer une partition de 1 Go. Voilà. Ça me permet de créer une partition de 1 Go pour afficher la table de partition. Là, mais je me retrouve maintenant avec 5 partitions sur le disque. Ok, cette partition est une partition, non, 4 partitions, 5, 3 primaires, une étendue, et là c'est des partitions logiques. Je vais ajouter une nouvelle partition à nouveau, j'accepte, je spécifie la taille,
1 giga. Si je fais P, là je me retrouve avec quasiment 6 partitions ici. Mais non, ici, la partition étendue, je ne vais pas l'utiliser, hein, je ne vais pas la formater et tout. Les partitions que je vais utiliser ici, ça va être ces partitions logiques-là, ceux qui sont été créées à l'intérieur de la partition étendue. Ok? Et les partitions primaires, of course. Ces partitions primaires aussi seront utilisées. Ok, là, voilà comment je peux créer, par exemple, plusieurs partitions, des partitions au-delà de, si vous voulez créer plusieurs partitions, un nombre de partitions supérieur à 5 sur votre système MBR. Alors maintenant, comment on change le type des partitions? Vous voyez, par exemple, cette partition ici, le type par défaut, c'est Linux. Donc ça, c'est des partitions qui sont compatibles avec le système Linux. Mais je pourrais changer le type en tapant d'abord T, T pour dire Specify the type of the partition. D'accord, si je tape T, il me propose quelle partition je voudrais changer. Par défaut, il me propose de changer le type de la dernière partition. Moi, je pourrais changer la dernière comme je pourrais changer la partition que je veux. Donc, ici, dans ce cas, je vais changer la partition 5, celle-là. Je vais choisir 5, dire que je voudrais changer le type de la partition 5. Maintenant, il me dit de taper capital L pour lister tous les codes. Okay? Les différents codes. Et comme ça, je vais choisir le code du type de la partition que je voudrais choisir. Je vais taper L. Alors ici, il y a plusieurs types de partitions, ça dépend. Par exemple ici, si ces partitions seront ensuite converties en PV, ce qu'on appelle tout simplement les physical volume, je pourrais par exemple choisir le type de la partition d'être par exemple un Linux LVM. Si par exemple la partition sera utilisée pour ensuite être formatée en FAT16, je pourrais choisir le type de la partition d'être un FAT16, etc. Ou bien si je veux utiliser en fait une partition VFAT, à 32 bits, ces genres de choses, je pourrais utiliser le type FAT32, etc. Alors, je vais changer le code du moins le type de la partition 5, je vais utiliser le FAT32, donc celui-là, je vais utiliser celui-là. Ensuite, je vais formater cette partition en utilisant le VFAT. Ok, donc ici, je vais choisir B comme code, pour changer le type de la partition qui était au départ le type Linux, je vais le changer au type compatible Windows, FAT32. Donc pour le changer à FAT32, il faudra que j'utilise le code de FAT32 qui est le B. Donc je tape ici le B et Fdisk va automatiquement changer le type de la partition de Linux à FAT32. Comme vous le voyez ici, il dit Changed the type of the partition Linux to W95 FAT32. Okay. Je peux maintenant taper P pour voir, et donc comme vous pouvez le voir hein, ici, le type de cette partition a changé et c'est maintenant de FAT32. Ok. Alors une fois que tout ça est fait, si vous êtes satisfait, il faut sauver. Hein. Donc si vous ne sauvez pas, si vous n'écrivez pas ça dans la table de partition, toutes les partitions que vous avez créées est perdues, hein, donc ça sera ignoré par Fdisk. Donc avant de quitter, vous sauvez d'abord en tapant W, qui veut dire write. Ça me permet de sauver la table, ces partitions dans la table de partition automatiquement. Et comme je l'ai dit, je vais aller dans Proc Partition pour voir si les partitions que j'ai créées sont reconnues par le système. Ils sont tous là, ils sont reconnus par le système. Autrement dit, je vais taper une commande telle que partprob pour forcer le système à se rafraîchir et à relire en fait ce qu'on appelle les tables de partition. Dans certains cas, si vous tapez la commande partprob et que votre système ne reconnaît toujours pas les nouvelles partitions qui sont créées, à ce moment, il faut redémarrer votre ordinateur. Ok. Alors, regardons maintenant comment utiliser en fait ce qu'on appelle les partitions, la table de partition JPG. Ok, je vais utiliser Fdisk à nouveau. Je vais ensuite supprimer toutes les partitions qu'on a précédemment créées. Ok, j'ai 5 partitions ici, donc si je voudrais les supprimer, je vais taper tout simplement D qui veut dire en anglais delete, et automatiquement il va me dire ok, il faut commencer par le bas, c'est-à-dire la dernière partition en remontant. Donc j'accepte, il supprime la partition 6, D encore, j'accepte, partition 5 est supprimée, D encore, pour supprimer la partition 4, j'accepte, D encore, partition 3, j'accepte, D, partition 2, D, etc. Non, sorry, je dois seulement accepter. Et je fais D encore, il a tout supprimé. Et si je fais P, toutes les partitions sont parties. Ok. Alors je vais, comme je l'ai dit, si vous voulez utiliser JPT en type ou bien table de partition GPT, à ce moment il faut taper G ici. Vous tapez O si vous voulez utiliser une table de partition MBR, DOS. Mais ici dans notre cas on va voir l'exemple de la table de partition GPT, donc je vais taper G. Ok. Donc il me dit tout simplement que voilà. Donc une nouvelle table de partition a automatiquement
été créée, la table de partition GPT, en modifiant le label du disque pour indiquer tout simplement qu'on va utiliser une table de partition GPT. Alors, quand vous supprimez les données qui sont sur le disque d'une manière générale, si vous supprimez les partitions, mais les données sont là. Par exemple, les données par exemple, les metadata des différentes données qui étaient dans les partitions précédentes sont toujours là dans le disque. Alors, pour éviter ce genre de trucs, il faut utiliser les commandes telles que wipe, les commandes telles que wipe fs-f pour forcer, pour supprimer, ou bien vous pouvez utiliser les commandes telles que shred, par exemple, -v suivi du disque pour complètement enlever les signatures des anciens, des types de systèmes de fichiers qui étaient sur ces partitions au départ, qui sont encore là dans le disque. Ça ne nous empêche pas ensuite ici de pouvoir continuer de créer des partitions. Alors, dans le cas d'une table GPT, comme vous voyez, donc si vous faites N, créer une nouvelle partition, vous notez tout de suite une différence. Là maintenant, Fdisk ne vous propose plus de créer des partitions primaires ou des partitions secondaires comme dans le cas d'une table de partition MBA. Et il me dit tout simplement que j'ai la possibilité de créer jusqu'à 128 partitions primaires ici. Donc si j'accepte un, il me propose le secteur de début de ma partition, je l'accepte et je dois spécifier la taille de ma partition. Par exemple, je vais choisir d'avoir une partition de 1 giga. Si je fais P, j'ai ma première partition, je peux ensuite faire N, okay, pour créer encore à nouveau une deuxième partition. Il me dit que ça va être la partition 2, donc j'ai déjà créé une partition, mais il me reste encore 128 moins 1. Okay, donc j'accepte de créer la deuxième partition et ainsi de suite. Il n'y a pas de contrainte comme on l'avait dans le cas d'une table de partition MBA. Dans la table de partition MBA, on est limité à un maximum de 3 partitions primaires, plus une partition étendue qui devait être divisée au maximum à 23 partitions logiques. Mais là, j'ai la possibilité de créer jusqu'à 128 partitions primaires, sans être contraint par les limitations du MBA. Et l'avantage avec le GPT, c'est que le GPT permet en fait ainsi de créer des partitions de très large size, comme vous l'avez vu dans la présentation que j'avais fait tout à fait au début. Okay, donc si je presse Entrée ici, j'ai 2 partitions, je peux créer une 3e partition de plus. J'accepte le secteur de début, je spécifie la taille, créant une autre partition de 2 Go, pourquoi pas. Puis là, je me retrouve avec 3 partitions. Et voilà, donc si j'ai besoin de ces 3 partitions, je peux maintenant sauvegarder, écrire ça automatiquement dans la table de partition. Okay? Je presse Entrée. Voilà, donc j'ai mes 3 partitions qui ont été créées en utilisant une table de partition GPT. Okay. Alors, regardons maintenant comment utiliser la commande parted pour partitionner les disques. Parted, c'est une commande qui est très puissante et intéressante. Ça permet de faire beaucoup de choses. De la même manière, vous pouvez utiliser parted pour créer des partitions, supprimer des partitions et même créer des systèmes de fichiers. Alors, pour partitionner un disque avec parted, vous tapez tout simplement parted. Vous pouvez taper Entrée. Et par défaut, lui, il va sélectionner le disque par défaut, le premier disque. Comme vous voyez, il a dit using DevSDA. Donc ça veut dire tout simplement qu'il a sélectionné le premier disque par défaut, comme le disque sur lequel je vais travailler. Et si je ne suis pas, puisque je ne vais pas utiliser le disque DevSDA, à ce moment, je vais dire à Parted de faire select, de changer de disque et d'utiliser plutôt le disque DevSDB. Okay. Je presse Entrée. Donc vous voyez là maintenant, il sélectionne SDB comme étant le disque qui sera affecté par toutes les opérations que nous allons faire ici. Alors, il faut faire très attention avec Parted parce que Parted, tout ce que vous faites, vous créez des partitions, ces genres de choses, ils sont automatiquement créés, écrits dans la table de partition. Donc il faut faire attention quand vous supprimez en fait une partition ici. De supprimer une partition, elle est automatiquement écrite dans la table de partition. Donc c'est pas comme le Fdisk où il fallait d'abord sauvegarder explicitement avec W. Ici, tout ce que vous faites est pris en compte. Donc, faites attention à ce que vous faites, surtout si vous travaillez sur des données critiques. Et si vous devez manipuler des disques en production, prenez la peine, par exemple, de sauvegarder vos données avant de procéder à ces changements-là. Surtout quand vous voulez, par exemple, augmenter la taille des partitions standards. Ok. Alors, la première des commandes que vous devez avoir avec Parted, c'est help. Help permet d'avoir de l'aide sur cette commande, surtout si vous ne vous rappelez pas des choses. La commande quit permet de quitter tout simplement le prompt de Parted. Et vous avez mkpart
qui permet de créer une partition. Ça veut dire en anglais make partition. Comme vous voyez par exemple, make partition permet de spécifier le type de la partition, le système de fichiers, le début de la partition et la fin, etc. MKLabel, c'est ce qui est utilisé pour choisir le type de la table de partition. Si vous voulez par exemple utiliser une table de partition MBR, à ce moment vous allez faire MKLabel, là existe label MS-DOS. Ok, voilà comment vous changez la table de partition de JPT vers le MS-DOS. Si vous voulez utiliser une table de partition JPT avec Parted, vous tapez tout simplement MKLabel JPT. Voilà comment vous faites JPT, pardon. Ok, comme ça, changer la table de partition. Alors, vous avez, ce qui est intéressant avec Parted, c'est qu'il vous permet en fait de travailler en mode interactif. Ok, vous tapez tout simplement. Je pense que il est plus sûr de travailler en mode interactif que d'essayer de taper ces commandes là directement. Ok. Alors, si je veux créer une partition, je mets seulement MK part, comme ça. Je tape MK part et je presse entrée. Et Parted va me diriger. Il me dit partition name. Alors, quelle est la partition? Quel est le nom de la partition? Pas besoin de donner le nom de partition. J'accepte, il doit pouvoir le détecter automatiquement. Alors, file system type. Il me propose le ext2 file system. Je vais par exemple proposer plutôt d'utiliser le ext4. J'accepte. Il me demande le début. Ok, le début de la partition. Alors, ça c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous voulez créer des partitions avec Parted. Donc, je vais mettre ici quit. Ok, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici print, pardon. Je dois d'abord afficher la table de partition avant de procéder à ça. Ok, je dois si vous voulez faire print pour afficher la table de partition parce que j'aurai besoin de ces informations. Quel est le dernier octet occupé par la dernière partition? C'est à partir de là que je vais ensuite spécifier le début et la fin, par exemple, de ma partition. Donc, je ne parle encore Parted. Sorry, MK part pour dire créer une partition. Je presse entrée, il me demande de partition name. Je n'ai pas besoin de donner une partition, le nom de partition. Il doit savoir que ça, c'est par exemple ici, ça va être la partition dev sdb4, puisque ça va être la quatrième. Ok, je ne vais pas mettre de nom, j'accepte le default. Et puis je vais mettre par exemple file system type. Il me propose, contrairement à fdisk, Parted vous propose par exemple en fait de choisir le système de fichiers que sera utilisé pour formater la partition. Mais même s'il le demande ici, mais en fait il faut toujours le faire manuellement après. Je vais choisir par exemple ici le système de fichiers ext4. Ok, il me demande le début de la partition. Alors, la dernière partition s'arrête à 4296 mégabits à partir tout simplement du début du disque. Donc, je vais généralement ajouter par exemple ici un espace de 1 méga entre les deux. Donc ici, le début de ma partition, je vais juste copier ça là et le paster ici en ajoutant tout simplement plus 1 dessus. Donc, si le dernier méga occupé par la dernière partition, c'est 4296, je vais commencer ici à 4297 mégas. Ok, je presse entrée, il me demande maintenant la fin. Alors, ce qui se passe, c'est que par exemple ici, puisque je commence ici, ça dépend. Si je veux créer en fait une partition d'une taille de 1000 mégabytes, à ce moment, je vais ajouter 1000 mégabytes à cette valeur-là. Donc, j'ajoute 1000 mégabytes à cette valeur pour me permettre d'avoir la fin, tout simplement de quoi? De ma partition. Donc, si j'ajoute 1000 mégabytes, ça va être 5297 mégas ici. Donc, voilà comment je vais exprimer le début et la fin de ma partition. Donc, c'est un petit calcul à faire ici, là, par rapport tout simplement à la taille de votre partition. Et dès que vous pressez Entrée, vous voyez que tout simplement votre partition a été créée conformément. Alors, ici, si je fais un print, donc là, je me retrouve avec maintenant 4 partitions sur le système. Et cette partition a une taille de 1000 mégas, et les autres c'était 2 gigas, etc., etc. Et comme vous voyez, par exemple, ici, il a choisi, par exemple, le file system, ce qu'on appelle le système de fichiers, utilisé pour le système de fichiers qui a été utilisé ici avec cette partition-là, c'est ext4. Ok. Alors voilà comment on crée une partition avec Parted. Très simple. Ok, je peux à ce moment quitter. Donc,
quitter. Donc pour quitter, je fais juste quit, comme ça, pour quitter. Si je veux supprimer une partition avec parted, je tape la commande remove, RM. Si vous pressez entrée, il vous demande quelle est la partition que vous voulez supprimer. Je vais l'aider de supprimer la partition que je viens juste de créer, la partition 4. Et à ce moment, si je presse entrée, il est automatiquement supprimé, écrit dans la table de partition. Ok, je peux à nouveau faire print pour afficher la table de partition. Je vois que la quatrième partition qu'on avait précédemment créée a bien été supprimée. Alors, voilà, donc voilà comment on crée une partition avec parted. Je vais faire quit ou quitter. Alors, repartons dans notre document de présentation ici. Là. Alors, on va suivre la suite des idées. Donc, on a vu comment en fait créer, si vous voulez, des partitions avec fdisk et parted. Une des choses que j'ai oublié de dire, c'est que fdisk aussi permet de lister, si vous voulez, les disques qui existent sur le système, aussi bien que parted. Par exemple, si je fais fdisk-l, ça me permet de lister tous les disques qui existent ici, chaque disque avec cette partition inclus. Donc ici, par exemple, ça c'est le disque DevSD, sa taille totale est de 20 Go, la taille totale exprimée en bytes, qu'on appelle tout simplement en français octet. Et vous avez ici le nombre total de secteurs qui existent dans ce disque. Alors ici, vous avez les partitions qui existent en fait dans ce premier disque là. Et si vous allez un peu en bas, vous allez voir le deuxième disque qui est le DevSDB qu'on a précédemment partitionné. Donc la taille c'est de 20 Go, également la taille exprimée en bytes et le nombre de secteurs contenus. Ok, et le nombre de partitions qu'on a et les différentes tailles. Alors le reste, c'est ce qu'on appelle tout simplement les logical volumes ou encore les disques logiques, etc. Donc on discutera des logical volumes la prochaine fois. On peut aussi utiliser la commande parted pour lister les disques qui existent sur le système aussi bien que les partitions. Si vous faites parted -L, il vous donne également les disques qui existent comme vous voyez là. Ça c'est le premier disque, il vous donne la taille, les différentes partitions qui sont là, les file system type. Et vous avez en fait ici la même chose pour le deuxième disque, la taille et les différentes partitions, la table de partition, etc. etc. et vous l'affiche. Alors, la commande la plus utilisée pour lister les partitions, ça va être la commande lsblk. J'aime cette commande parce qu'elle me permet en fait de faire des calculs rapides pour savoir s'il y a de l'espace sur un disque donné ou pas. Donc, je peux compiler par exemple ici combien d'espace utilisé, comparé à la taille totale, etc. Ça permet tout de suite d'avoir une idée s'il y a de l'espace libre qui va me permettre en fait de créer d'autres partitions ou pas. Ok. Alors, et ça c'est aussi très important, surtout quand vous utilisez l'option F. Ça vous permet en fait d'afficher non seulement les partitions, mais aussi si ces partitions sont utilisées, quels sont les systèmes de fichiers qui ont été créés sur ces différentes partitions-là. Et il vous donne aussi les UID, donc l'unique identifiant de ces disques-là et de ces partitions-là. Donc comme vous le voyez ici, le type, les mount points, etc., etc., le système de fichiers type swap, SFS, etc., XFS. Et toutes ces informations sont aussi véhiculées par la commande lsblk. Okay. Alors regardons comment on peut créer les systèmes de fichiers sur des partitions. On a vu comment créer des partitions, maintenant comment créer des systèmes de fichiers sur ces partitions. C'est ce qu'on appelle le formatage. Par exemple ici, vous avez différents types de systèmes de fichiers que vous pouvez créer sur des partitions. Vous avez le VFAT qui est compatible Windows, XT2, XT3, XT4, XFS, RiserFS, etc. Donc il y a plusieurs types de systèmes de fichiers que vous pouvez créer sur des partitions sous Linux. Ok. Alors, ce qui fait la différence entre ces différents types de fichiers, généralement, va résider au niveau de quelques attributs, tels que la taille maximale d'un fichier que vous pouvez créer, sur le système de fichiers, la taille maximale des partitions, le système de journalisation qui permet en fait de recouvrir ces systèmes de fichiers au cas où il y a des corruptions au niveau de cluster, etc., etc. Alors je vous conseillerais d'aller en ligne et de faire vos recherches et d'essayer de voir quelles sont les différences par exemple entre XT3, XT4 et XFS, etc. Ok. Alors sans plus tarder, on va voir la commande mkfs. D'accord. Donc si vous créez des partitions, c'est bien beau, mais si vous ne créez pas de système de fichiers dessus, vous ne pouvez pas l'utiliser. Il faut créer des systèmes de fichiers sur les partitions créées, ensuite les monter pour pouvoir les utiliser. Donc c'est ce qu'on va voir. La commande qui nous permet en fait de créer des systèmes de fichiers sur les partitions, ça va être la commande mkfs. mkfs point suivi de type de partition, ou bien on peut utiliser mkfs suivi de l'option T qui veut dire type, spécifier le type de système de fichiers qu'on voudrait créer sur la partition.
suivi tout simplement de la partition. Alors sans plus tarder, on va voir comment créer des systèmes de fichiers. Alors, listons ici les différentes partitions que nous avons. Alors ici, j'ai une première partition qu'on appelle le dev SDB1. On avait vu que le type de cette partition, c'était en fait le type Linux. Donc si vous utilisez FDisk, vous pouvez tout de suite voir que c'est le type de la partition par défaut, c'était Linux. Ok, donc ce que je vais faire, je vais créer le système de fichiers ext4 dessus. Pour le faire, je tape la commande mkfs, qui veut dire makefile system, point suivi. Si vous tapez tabulation, par exemple ici, il vous liste en fait tous les différents types de systèmes de fichiers que vous pouvez créer. Donc ici, mkfs, tabulation, il vous dit qu'il y a le cramfs, ext2, ext3. Alors ext2 est un peu démodé parce qu'il n'y a pas un système de journalisation. Donc s'il y a des problèmes avec les clusters de votre disque, ça va être difficile de pouvoir le réparer. Okay? Alors ext3 est beaucoup plus avancé que le ext2. Vous avez le ext4 qui est beaucoup plus meilleur que ext3. Et vous avez le FAT, Minix, MS-DOS, VFAT, XFS. XFS, c'est le système de fichiers par défaut sous Red Hat 7, 8 et 9. Ok? Donc, mais je vais utiliser ici le ext4, juste pour montrer. En fait. ext4, suivi tout simplement de la partition. Donc, je vais essayer de créer le système de fichiers ext4, ici sur la première partition que j'ai précédemment créée, qui est le dev SDB1. SDB1. Voilà comment je vais créer un système de fichiers de type ext4 sur la partition SDB1. Si je presse Entrée, il va le formater, il va créer plusieurs blocs, il va numéroter ces blocs et il va ajouter ces informations dans la table de partition pour permettre au système de pouvoir retrouver les données facilement en fait sur cette partition-là. Ok, donc ça c'est bon, le système de fichiers a été créé. Une fois que le système de fichiers a été créé, généralement ce qu'il faut faire, il faut créer un point de montage. Okay, le point de montage, ça va être un répertoire sur lequel vous allez monter la partition pour vous permettre d'ajouter des données dans cette partition-là, pour commencer réellement à utiliser cette partition. Alors, le point de montage, c'est ce qu'on appelle en anglais mount point. Je vais faire créer un répertoire que j'appelle ici mk2 data op. Pourquoi pas, je peux créer quelque chose comme ça qui s'appelle /data op. Et maintenant, je peux monter réellement cette partition qui est devenue maintenant un système de fichiers sur ce mount point là. Alors pour le monter, pour l'instant je ne m'inquiète de rien, je fais seulement mount suivi tout simplement de quoi? De la partition, ok, puisqu'elle a déjà été formatée. Donc ici je vais faire mount dev SDB1 suivi tout simplement du mount point qui est le /data comme ça. Ok, si je presse Entrée, il va monter maintenant cette partition sur le data OP mount point et je peux maintenant accéder à cette partition au travers de mount point. C'est le point d'accès. Donc je vais ajouter des données, ces données sont stockées dans ma partition. Alors je peux vérifier que effectivement cette partition a bien été montée. Donc je vais faire df-h. Ça me permet de voir les fichiers qui, du moins les partitions qui ont été montées, ainsi que le mount point, aussi bien que les taux d'utilisation de ces devices là. Alors, comme vous le voyez ici, c'est lui qui est là, donc dev SD1, c'est mon système de fichiers. Je l'ai monté ici dans Data Op. Ok, donc pour l'instant j'utilise seulement 1%, ces 1% sont liés au metadata, etc. Ok, donc je peux commencer à stocker des données. Si je veux stocker des données dans cette partition là, donc j'ai besoin juste d'aller dans le mount point, data opt, comme ça, et puis créer des fichiers. Tout ce que je crée là est stocké dans cette partition. Touch, je peux créer n'importe quel file. Sequence 1 to 100 test file 1, quelque chose comme ça. Ok, donc maintenant si je fais df-h, vous allez voir en fait que j'utilise, bon ça c'est vraiment bien, ne consomme pas d'espace, mais normalement si vous créez un fichier qui est très grand, vous allez voir tout simplement que l'utilisation ici augmente là. Pour l'instant j'ai deux fichiers dans mon système de fichiers, donc le point de montage et le data opt. Ok, alors on va créer un deuxième système de fichiers. Donc, je fais encore lsblk. Je vais créer un système de fichiers XFS sur cette deuxième partition ici. La taille ici c'est 1 giga. Donc pour créer en fait un système de fichiers XFS sur cette partition, je vais faire mkfs, make file system, mkfs pour formater en utilisant le système XFS dans ce cas. Extended File System. Maintenant, je vais tout simplement mettre la partition qui est dev SDB2.
J'ai déjà utilisé la première partition qui est le dev SDB1. Cette fois-ci, je vais utiliser la deuxième et je vais la formater en utilisant le système de fichiers XFS. Ok, de la même manière, il va formater, créer tous les blocs, etc. et enregistrer les informations dans la table de partition. Ok, c'est bon. Alors maintenant, une fois que j'ai créé mon système de fichiers sur cette partition, il me faut un mount point. Alors, je vais créer un mount point que je vais appeler mkdir. Je vais utiliser la commande mkdir pour le faire. Hein. Donc, je vais mettre le mount point sous le répertoire MNT que je vais appeler tout simplement share1 par exemple. MNT share1. Je crée le répertoire qui est mon mount point. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais monter cette partition-là en mode read-only. C'est-à-dire tout simplement, les utilisateurs peuvent seulement copier des choses, mais ils ne pourront pas écrire sur cette partition-là. Donc, par exemple, en tant que root, ce qui se passe, c'est que je peux le monter quelque part, ajouter des données et ensuite le remonter en mode read-only, ce qui permet aux gens de copier le contenu, mais ils ne pourront pas, d'accord, écrire dans cette partition-là. Alors, pour monter en read-only mode, je vais utiliser la commande mount-o. Là existe read. Au lieu de read-write, je vais utiliser la commande en read-only mode. Ok, et je vais placer le dev ici, SDB, c'est SDB2. Je vais le monter sur mon mount.mnt share, je vais l'appeler share 1. Comme vous le voyez, par exemple, ici, si je fais df-h, il me montre que dev SDB2 a bien été monté sur MNT share 1. Alors, quel est l'effet? Comme je l'ai monté en read-only, je ne pourrais pas écrire dans ce répertoire-là. Voilà. Vous voyez, il dit non, le système de fichiers a été monté en mode read-only, donc vous ne pouvez pas, en fait, en tant que tel, écrire quelque chose dans le mount point. Ok. Alors, il y a une commande, c'est très important de savoir quelle est l'option qui est utilisée par défaut, parce que quand vous montez, comme on l'a fait précédemment dans le cas du système de fichiers précédent, on a seulement fait mount. Ok, on a seulement fait mount suivi du mount point. Par défaut, il va monter le système de fichiers en mode read-write et un certain nombre de paramètres. Ok, donc si vous voulez voir le paramètre par défaut qui a été utilisé pour monter le file system, vous tapez tout simplement une commande qui s'appelle mount. Si vous tapez mount, vous cherchez votre système de fichiers, par exemple dev SDB1, vous voyez que il a été monté, donc Linux vous montre qu'il a été monté dev mount on, ça c'est le mount point, et il vous donne tout simplement le type de système de fichier qui a été créé dessus, et vous montre les options. Donc il vous dit tout simplement quoi? Il vous dit tout simplement qu'il a été monté en read-write. Pour le dev SDB2, il vous montre tout simplement que le système de fichiers créé dessus, ça va être XFS, et il a été monté en read-only mode. Ok, un certain nombre de paramètres, d'attributs, etc., de sécurité de l'import, etc., etc. La taille maximale, par exemple, des blocs. Ok, donc ces informations sont importantes. La commande mount permet ainsi d'avoir des informations sur le type de système de fichiers utilisé, etc., les options de montage, etc., etc. Ok. Alors regardons comment on peut créer un système de fichiers swap, ce qu'on appelle la swap file. Alors pour créer je vais lister les partitions ici. Supposons que je veux créer, par exemple, sur cette troisième partition, un système de fichiers swap. Pour créer la swap dessus. Utiliser ça comme une partition swap. Alors, je vais utiliser une commande spéciale. Au lieu d'utiliser mkfs, je vais utiliser la commande make swap. OK? Voilà. Make swap, suivi tout simplement du nom de la partition. D'accord? Dev SDB3. OK? Je vais presser Entrée. Donc, à ce moment, il va automatiquement formater cette partition comme étant une swap partition. Alors comme vous savez, par exemple, en fait, si vous faites par exemple la commande free, par exemple, free-h, vous pouvez voir à peu près la quantité de swap que vous utilisez actuellement. C'est juste une swap de 2 Go par défaut, qui est égale, ici cette machine c'est une machine de 1 Go de mémoire. Et donc, la swap optimale, ça va être 2 fois la taille de la mémoire. Donc ici, j'ai 2 Go. Donc maintenant, après avoir créé le système de fichiers swap sur une partition, il faut l'activer pour qu'il soit pris en compte. Alors, si vous faites pour l'activer, il faut seulement faire swap on. Comme ça, swap on. Vous
qui deviennent automatiquement actifs. Swap on suivi tout simplement de la partition du système de fichiers créé précédemment. Donc je vais faire swap on suivi de SDB2. Donc il va activer la swap automatiquement. Donc si je fais free -h, vous voyez tout simplement que là maintenant cette deuxième swap que je viens de créer, qui a une taille de 2 Go, a été automatiquement ajoutée. Donc la taille totale de la swap actuellement est passée à 4 Go au lieu de précédemment 2 Go. Donc on crée le système swap, une partition swap en utilisant mkswap pour formater la partition comme étant une partition swap. Une fois qu'elle est faite, maintenant on l'active d'abord. Une fois qu'elle est activée, elle est automatiquement prise en compte. Alors contrairement aux autres systèmes de fichiers, la swap n'a pas besoin d'être montée. Il n'y a pas de manque pour la swap. Une fois qu'elle est créée, il suffit tout simplement de l'activer pour qu'elle soit prise en compte automatiquement. Alors tout cela c'est beau, mais si vous redémarrez le système, tous ces systèmes ne seront pas montés automatiquement. Ok? Donc pour faire en sorte que vos points de montage ou vos systèmes de fichiers soient montés automatiquement au démarrage, il faudra les ajouter dans un fichier qu'on appelle tout simplement le etcfstab. Ok? Donc allons dans etcfstab pour voir ce qui se passe là-dedans. Alors tout ce que je voudrais que le système puisse monter automatiquement au démarrage, je dois le mettre ici, en fait dans ce fichier-là. Donc je vais faire skip O, par exemple ici, donc je ne me rappelle plus des partitions qu'on a créées, donc je vais sortir de là, repartir et utiliser lsblk pour m'afficher en fait mes partitions ainsi que les systèmes de fichiers type qui ont été créés. Ok, d'abord le SDB1. La partition SDB1 utilise un système de fichiers ext4. Son mount point c'est data-up. Donc je vais l'ajouter dans le etcfstab. Voilà comment je vais le faire. J'édite le fichier etcfstab. Et je vais mettre l'entrée ici. Comme ça, si ma machine démarre, il va me monter cette partition-là automatiquement. Donc, je vais mettre ici dev SDB1, la partition. Ensuite, le point de montage, qui est quoi? Qui est le... Je m'appelle... C'était quoi encore? Hein? C'est... Dara OP. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que je dois spécifier, par exemple, en fait, le système de fichiers. C'était le type de système de fichiers, c'est ext4. Donc je mets ici ext4 et ensuite je dois spécifier le default. Le default c'est tout simplement l'option de montage de ces partitions là. Donc ils vont utiliser une option default. On va voir tout à l'heure quels sont les paramètres qui sont définis dans le montage avec l'option default. Donc je mets ici default, ce qui veut dire l'option de montage de cette partition, ça va être le default. Et ensuite je mets 0, 0. Alors, le premier 0 représente tout simplement ce qu'on appelle le dump frequency. Ça veut dire que si vous voulez que votre système de fichiers soit automatiquement sauvegardé durant le boot avec, par exemple, le dump, commande, ces genres de choses, à ce moment, vous mettez 1 ici. Alors, moi, je n'aurais pas besoin que ce truc-là soit sauvé, donc je mets 0. Et l'autre 0 représente tout simplement l'ordre de checking. C'est pour dire tout simplement que quand vous démarrez votre machine, tous les systèmes de fichiers ici sont checkés par ordre. Donc si vous voyez 1, ça veut dire que ce système de fichiers là sera checké en premier. Donc quand je dis checker, ça veut dire tout simplement que le système essaie de le réparer automatiquement au démarrage. Donc avant de booter le système, il va essayer d'exécuter la commande fsck pour essayer de clean ce file system. Au cas où il y a des erreurs, il va essayer de le corriger en premier avant de passer aux autres. Les autres, par exemple celui-là, sera checké en seconde position. Et ainsi de suite. Donc il y a un ordre pour réparer en fait ces fichiers au démarrage. Alors le réparage au démarrage est très important puisque ça permet en fait de faire le clean-up de ces files, systèmes, etc., de ces systèmes de fichiers au démarrage. Excusez-moi. Ok. Alors je mets 0,0 pour dire qu'il n'y a pas nécessité de sauvegarder, de faire une sauvegarde de ce système de fichiers au démarrage, ni nécessité d'essayer de le réparer au démarrage. Excusez-moi. Donc je mets ici 0,0. Ensuite, je vais mettre le deuxième système de fichiers, dev SDB2. Son mount point c'est mnt Sharman, mnt, ok, /share1. Le système de fichiers c'est XFS. Le type de système de fichiers c'est XFS. Ensuite, j'utilise l'option par défaut qui est le default. Et je mets aussi 0,0. Donc, pas nécessité de faire un sauvegarde ni de faire un checking
au démarrage. Voilà. Ensuite, si je veux aussi ajouter ma swap, donc la swap c'est la partition SDB3. Alors, la swap, son point de montage, c'est toujours swap. Donc, comme vous voyez, par exemple, ici, son point de montage, il faut seulement mettre swap. On peut mettre none, si ça n'a pas de point de montage. Donc, généralement, dans le etc FSTab, vous allez mettre tout simplement swap, swap. Type de le montage, point de montage swap, type de système de fichier swap. Et, of course, vous allez utiliser ce qu'on appelle tout simplement quoi, l'option de montage qui est le default et 0,0. Ok? Une fois que vous l'avez fait, vous sauvegardez en faisant skip WQ, sauver et quitter. Alors, une fois que vous avez ajouté quelque chose dans le FSTab, il faut toujours tester la syntaxe, essayer de monter automatiquement ces files système-là en utilisant la commande mount-a. Okay? Mount-a permet de monter automatiquement tous les fichiers qui ont été déclarés dans le etc FSTab. Au cas où ce n'était pas monté encore, il va les monter automatiquement. Et ça permet aussi de vérifier la syntaxe qui a été utilisée dans le etc FSTab. S'il y a des erreurs, il va les détecter. Quand vous les dire, vous allez là-bas pour les corriger. Il ne faut jamais mettre des erreurs dans le etc FSTab parce que ça peut bloquer la machine au démarrage. Ok, donc je peux vérifier que tout a été monté correctement. Ok. Alors, vous pouvez en fait avoir tous les détails sur les différentes options de montage de FSTab en faisant un man sur FSTab. D'accord, si vous tapez man FSTab, vous allez avoir plus de détails sur la signification des différentes options de montage qui sont utilisées dans le FSTab. Par exemple, ici le default. Le default, qu'est-ce que ça veut dire? Le système de fichiers sera monté en mode read-write, ça veut dire lecture et écriture. Les utilisateurs peuvent écrire dans les points de montage. Vous avez le SUID, ça permet en fait de configurer. Il configure ce qu'on appelle les bits d'endorsement sur le système de fichiers. Ça veut dire tout simplement que vous pouvez exécuter des fichiers qui utilisent des bits d'endorsement, etc. Les exec, par exemple, c'est important. Le exec permet de pouvoir exécuter des fichiers exécutables dans ces systèmes de fichiers. Si un système de fichiers est monté en mode no exec, personne ne peut exécuter des fichiers exécutables, ce genre de choses dans le système de fichiers. Auto, etc. Donc, est-ce que le système sera monté automatiquement? Vous voyez par exemple ici, no auto, ça veut dire do not mount when you use a mount -a. Ça veut dire quoi? Quand vous utilisez le auto, ça permet en fait, quand vous utilisez la commande mount -a, il va monter ça automatiquement. Ok, donc auto, ça veut dire qu'il va être monté automatiquement avec la commande mount -a. No user, ça veut dire tout simplement que les utilisateurs ou propriétaires ne sont pas autorisés à monter tout simplement ces files système, seulement le root peut le faire. Asynchrone, ça veut dire plusieurs personnes peuvent travailler en fait sur ces files système en même temps, etc., etc. Vous avez toutes ces informations ici dans la page du manuel de FSTab. Ok. Alors, dans certains cas où vous devez en fait gérer les changements de nom de device ou de périphérique, etc., il est toujours préférable, par exemple, d'utiliser les UUID ou les identifiants uniques reconnus par le noyau pour monter ces systèmes de fichiers dans le etc FSTab. Alors, il y a une commande qui s'appelle BLK ID, block ID, qui permet de lister le UUID de chaque partition au système de fichiers sur votre système. Par exemple, ici, la swap, okay, cette swap là qu'on avait créée précédemment, on peut par exemple, au lieu de la monter en utilisant le nom du device, plutôt utiliser le UUID de cette swap là pour pouvoir monter cette swap là dans le etc FSTab. Donc vous tapez la commande BLKID, il vous affiche tous les UUID, vous copiez le UUID et vous allez dans le etc FSTab et vous utilisez ça comme plutôt le nom du device. Utiliser le UUID à la place du nom du device. Donc je peux repartir dans le etc FSTab comme ça ici, et au lieu d'utiliser le nom du device ici, pour éviter qu'il y ait des changements, des genres de trucs comme ça qui va perturber ces montages là, je pourrais faire quelque chose comme ça en ajoutant ici, en mettant UUID, en utilisant seulement le UUID du device ou du périphérique à la place du nom UUID. Alors, si vous avez des problèmes de mémoire, vous pouvez tout simplement regarder ce qui est de l'autre côté. Donc, la même syntaxe est utilisée ici.
Et je vais juste tester ça ici. Une fois que c'est pesté, bon voilà, je remplace le device par son UUID et c'est bon. Donc je sauve ça et puis je vérifie que tout est correct en tapant Mount NSA. Comme vous voyez, donc on peut utiliser le UUID pour monter un système de fichiers plutôt que d'utiliser le nom du device. Okay. Alors il est souvent important aussi de savoir démonter ces systèmes de fichiers. Par exemple, pour certaines raisons, par exemple si vous voulez redimensionner par exemple un système de fichiers, il va falloir le démonter. Alors la commande qui permet de démonter en fait un système de fichiers, c'est la commande umount. Umount suivi du point de montage. Par exemple, si le système de fichiers a été ajouté dans le UTC-FSTA, vous pouvez le démonter en faisant tout simplement umount suivi du mount point. Par exemple, si je veux démonter ce système de fichiers ici, dit devsdb2, je vais tout simplement faire umount suivi du mount point, qui est le mnt share 1. Okay. Donc si vous voyez, donc si on affiche à nouveau, donc il a été démonté. Okay. On peut aussi démonter directement, par exemple, en utilisant le nom de la partition, comme celui-là par exemple. Si je veux démonter la partition devsdb1, je peux aussi faire dev dev umount pardon /dev /sdb pour automatiquement en fait démonter cette partition. Donc on peut vérifier que cette partition a bien été démontée. Alors je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Merci.